your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, salut Médoc. Salut Thierry. Bienvenue dans ce premier classé 18+, de la rentrée. Alors évidemment on va avoir un max de rattrapage, il y a eu pas mal de sorties cet été, en particulier au mois d'août. Alors c'est marrant parce qu'on a une tripotée de critiques dans ce classé 18+, et on a pas mal de très bons jeux, voire de bons jeux, mais il n'y a pas de grands jeux réellement. On a l'impression que c'est un peu que des titres qui sortent à la transition. Tu sais, les anciennes plateformes, les nouvelles plateformes. On est entre deux là. Ouais. Donc il y a des bons titres, mais qui affichent certaines limites techniques, où on aimerait qu'un cap soit franchi. Le cap sera franchi a priori plutôt sur PS4 et Xbox One. Et puis il y a des jeux qui sont pas tout à fait des suites, qui sont des DLC gonflés. Il y en a d'autres qui sont des suites, mais des suites qui mélangent un petit peu des influences de différents jeux. Je pense à Blacklist, qui reprend des éléments de Conviction, mais qui va repiocher des éléments dans d'autres jeux sortis auparavant, comme évidemment le Grand Chaos Theory, qui adorait tout le monde. Donc il y a vraiment du beau contenu et beaucoup de choses à dire sur ces titres. Et puis on a aussi des jeux qui se dépêchent de sortir, parce qu'il s'agit de sortir avant le 17 septembre, voilà. Histoire de faire des ventes un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre un maximum de critiques dans ce classé 18+, parce que le prochain évidemment sera consacré en grande partie, si tout va bien, normalement tout devrait bien aller, à GTA V. Et donc là, on fera une critique juste énorme. Mais déjà, les critiques de ce classé 18+, sont bien conséquentes. Vous allez voir ça tout de suite avec le sommaire. Et on commence ce classé 18+ de la rentrée de manière nice and easy avec une critique flash de Charlie Murder. On enchaîne avec la critique de Payday 2, suivi de la critique de Killer is Dead. Juste après, la critique encore de Saints Row 4. Comme d'hab, 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Juste après, une nouvelle critique encore avec celle de Splinter Cell Blacklist. Mais tout de suite, les news. On passe maintenant au launch trailer de Outlast, tout aussi flippant que celui du prochain Call of, mais pas pour les mêmes raisons. Disponible en téléchargement depuis début septembre, sur Survival Horror, à la première personne, n'est pas un FPS, mais un titre misant tout sur son ambiance flippante à souhait. On incarne un journaliste indépendant qui entre par effraction dans un asile psychiatrique et se retrouve, piégé bien malgré lui, avec pour seule arme sa petite caméra et ses jambes, qu'il ne manquera pas de prendre à son cou. On notera aussi l'importance accordée au sound design, le jeu étant rythmé par les respirations saccadées du héros. Très bien accueilli par la presse à sa sortie, nous n'avons malheureusement pas encore eu le temps de le tester, mais il semblerait bien que Outlast ait atteint son objectif, vous faire mourir de peur. Il s'agit du tout premier jeu de Red Barrels, un studio fondé à Montréal par d'anciens développeurs d'Ubisoft et de Naughty Dog. Il aurait coûté plus cher qu'Avatar, ses précommandes auraient pété tous les records pour éclipser celles cumulées de Call of Duty Ghost et Battlefield 4, qui sortiront pourtant sur bien plus de plateformes. Sa sortie le 17 septembre prochain pourrait ralentir le démarrage des ventes de PS4 et de Xbox One, sa map aurait la forme d'une tortue ninja et serait 4 fois plus grande que celle de GTA 4. Vous noterez l'usage du conditionnel dans toutes ces phrases, parce que vous savez quoi, on n'a vérifié aucune de ces rumeurs. À quelques jours de sa sortie, le jeu Rockstar est le buzz du moment, où tout et n'importe quoi filtre pour alimenter la frénésie des fans. La sortie de GTA V est comparable, médiatiquement parlant et en termes d'attente, à celle de Star Wars épisode 1, au tout dernier roman Harry Potter, ou à la naissance du Royal Baby de William et Kate. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le jeu et rien d'autre. Et nous en reparlerons uniquement après l'avoir eu entre les mains, ce qui ne saurait plus tarder. La seule info digne d'intérêt est la sortie dans un second temps de GTA Online, qui ne sera pas accessible le 17 septembre, mais seulement à partir du 1er octobre. Édité par Microsoft et exclusif à la Xbox One, Dead Rising 3 sera l'une des 3 grosses exclus de la console à son lancement le 22 novembre prochain, avec Forza 5 et Rise Son of Rome. À l'occasion de la Gamescom, Capcom a mis en ligne un long trailer cinématique ultra efficace. Car s'il ne propose aucune image de gameplay, il met en avant toutes les caractéristiques essentielles de ce jeu d'action open world à la 3e personne. On y voit des véhicules variés sur lesquels les zombies peuvent s'accrocher comme des mouches carnivores, la grande variété d'armes improvisées offertes par le jeu, l'idée étant que tout ou presque peut être modifié afin d'en faire une arme d'appoint. Aussi gore soit-il, le jeu n'en restera pas moins léger dans son approche du genre zombie avec beaucoup d'humour. Nick, le jeune héros du jeu, pourra aussi se faire aider par d'autres survivants comme Annie, révélée dans cette bande-annonce, qui devient en 2 secondes la meilleure amie du joueur, tout simplement parce qu'elle a un pouls et une arme automatique. Bref, une longue cinématique soulignant les mécaniques essentielles de ce qui pourrait s'avérer être la killer app de la Xbox One. Visiblement, on pourra même modifier les véhicules trouvés dans la ville de Los Perditos pour les transformer en chars d'assaut.
Hold on! Who are you? You've got a machine gun and a pulse, so that makes me your new best friend. Come on, keep up! Shit. I'm out. Don't worry, I'll take you from here. He's angry about something. Stay down. Hurry! Great. No weapons, no working vehicles. We're screwed. Are you kidding? This whole place is weaponed. Okay, new best friend. You ready? It's Annie. Nice to meet you, Annie. I'm Nick. Hang on! C'est également à l'occasion de la Gamescom que Sony a dévoilé le multijoueur du FPS Killzone Shadowfall, qui sera l'une des exclus du line-up de lancement de la PS4 le 29 novembre prochain. Visiblement, les développeurs ont tenu à ce que les joueurs puissent personnaliser dans les moindres détails leur expérience multijoueur via les zones de guerre. Celles-ci fonctionneront comme autant de modes multi-custom créés par les joueurs. Ils pourront décider du nombre de participants, de 4 à 24, des règles, des classes, des capacités autorisées ou encore des armes qui pourront être utilisées en cours de partie. Cette zone de guerre, toute personnelle, pourra ensuite être sauvegardée et partagée, histoire d'enrichir l'expérience multi proposée. D'autant plus que les développeurs ne devraient pas lésiner sur les packs d'extension dédiés aux options de personnalisation de ces modes. On est totalement dans le Play, Create and Share, introduit par Little Big Planet. Sauf qu'ici, les Sackboys laissent place à des soldats armés jusqu'aux dents. Killzone Shadowfall proposera bien sûr plusieurs types de missions multi, 8 en tout, dont 4 spécifiquement créées pour cette version PS4. Quelques chiffres ont également été communiqués sur le jeu et on sait qu'il proposera 3 classes, 1500 défis multi, ainsi que 22 armes différentes. Ces armes ne se débloqueront pas au fil de la progression, mais seront toutes accessibles dès le départ. Enfin, les développeurs promettent de mettre régulièrement à disposition des joueurs de nouvelles maps et ce gratuitement. Freedom lies in the shadows. But what I desire lies in the light. Garrett, le Master Thief, est de retour en vidéo dans une bande-annonce cinématique présentant le personnage comme une espèce de Dark Robin des Bois. L'une de ses armes privilégiées, outre son gourdin, sera d'ailleurs un arc qu'il pourra exploiter pour tuer ou blesser ses ennemis via un système de dommages localisé. Des flèches modifiées pourront bien entendu être utilisées pour changer l'environnement, tandis que son grappin lui permettra de naviguer sur les toits. Le contexte politique du jeu semble être important, le joueur étant témoin et acteur du conflit opposant le baron Northcrest et Orion, qui représente le peuple oppressé. Garrett ne sera pas seul, il comptera parmi ses alliés un certain Basso, son contact avec l'Underground, dont la pie servira de messager. Thief sortira sur PS4 et Xbox One, mais aussi sur les consoles de salon actuelles, à l'exception de la Wii. From the poor, padding the pockets of the rich. And they call me a thief. This city's got troubles enough. Sickness roams the streets. Despair is everywhere. It cannot be contained by the walls that separate us. And neither can I. We must say no more. No more will our homes be taken and our families starved. No more will we be left to die in the gutters. This city belongs to the people. We must seize it back.
everything. Until now. Après 2 petits jeux PlayStation Mobile, le studio Heavy Spectrum tourne une page de sa jeune histoire en reprenant une licence culte des années 80-90, Shadow of the Beast. Sorti en 1989 et développé à l'époque par les futurs créateurs de Driver, ce jeu d'action assez basique était une démonstration technique des capacités de l'Amiga. En gros, c'était le jeu que l'on sortait pour impressionner ses potes et leur prouver la supériorité de l'Amiga sur l'Atari ST. Du coup, on se demande si Heavy Spectrum saura poursuivre cet héritage. Shadow of the Beast est en effet une exclue PS4 et pourrait bien jouer un petit rôle symbolique dans la guerre qui opposera la console Sony à la Xbox One. Après cette tripotée de news, on va attaquer tout de suite avec une première critique flash qui sera consacrée à Charlie Murder. Donc Charlie Murder, c'est un jeu qui est développé, c'est un beat'em all, comme il y en a mais une tonne de beat'em all coop, sorti en démat sur XBLA, PSN, enfin sur plein de plateformes, sur PC également bien évidemment. Et donc là c'est développé par les mecs de Ska Studio, donc qui ont fait la série des Dishwashers, qui était vachement sympa. Donc vous allez voir cette critique, le jeu est estampillé 16+, donc la question qui s'impose, genre mais qu'est-ce qu'il fait donc la 18+, vous allez vite comprendre. Ska Studio est sans aucun doute un studio à surveiller de près. James Silva, le fondateur et développeur, s'est déjà fait une certaine réputation grâce à ses jeux décalés, bourrins et gore, comme par exemple le jouissif Blood Zero, et le jeu multi Zippy2K Zombie and Pterodactyls sur le marché de l'indie game, ou encore les sanglants de Dishwasher, sortis sur le Xbox Live Arcade, qui ont connu un certain succès. Charlie Murder, le nouveau titre du studio sorti cet été dans le cadre du Summer of Arcade, respecte plutôt bien les codes du studio, puisque l'on peut reconnaître sa patte au premier coup d'œil. En fait, on peut même le considérer comme une suite spirituelle aux Dishwashers. Mais commençons par le commencement. Charlie Murder est un beat'em all 2D dans le style de Castle Crashers, mais doté d'une ambiance glauque et gore. On commence par choisir son personnage parmi 5 disponibles, chacun ayant leur propre style de combat, puis on est lancé directement dans le jeu. Pas vraiment de chichi concernant le scénario, puisqu'au début il est extrêmement flou. Ce n'est qu'au bout d'un certain temps que l'on commence à entrevoir une histoire de vengeance entre 2 meilleurs amis qui voulaient créer un groupe, Charlie et Paul. Charlie ayant finalement lancé son groupe tout seul, Paul est plus ou moins passé du côté obscur et s'allie désormais avec les démons qui ont lancé l'apocalypse sur le monde. Bref, on voit des ennemis et on commence à taper sur tout ce qui bouge. Les contrôles sont instinctifs et répondent bien. X pour taper, A pour sauter, Y pour lancer des trucs, armes ou ennemis, et B pour choper vos adversaires. Les décors sont destructibles et vous pourrez même les utiliser à bon escient pour vous aider dans les combats. Vous aurez aussi la possibilité de parer ou d'esquiver les attaques ennemies et de lancer des attaques spéciales. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, le jeu possède une importante dimension jeu de rôle. Votre personnage gagne ainsi de l'expérience et des niveaux, ce qui permet aux joueurs d'augmenter ses stats et de gagner de nouvelles compétences. Vous pouvez aussi vous faire tatouer et gagner de nouveaux pouvoirs, ce qui rappelle un peu Mark of the Ninja, un autre titre phare du XBLA. Il est possible de looter de nombreux objets, de l'équipement par exemple, mais aussi des items de soins et des ingrédients. L'équipement, parlons-en justement, puisqu'un sacré arsenal est mis à la disposition du joueur. Des couteaux, des sabres, des flingues, des fusils à pompe, des grenades, mais aussi des têtes d'ennemis, des membres tranchés, des tronçonneuses, des poubelles et des baguettes de pain. Il est aussi possible de s'équiper de bonnets, de vestes et de gants afin d'améliorer ses stats et de gagner des effets bonus. Par exemple, les gants de Clodo permettent d'infliger à ses ennemis des dommages supplémentaires de poison. Ouais, le jeu est complètement barré et c'est bien ce qui fait son charme. Comme par exemple le passage où l'on crée un hamburger en mettant les ingrédients dans le bon ordre. Et c'est finalement un boss mi-homme-mi-hamburger qui apparaît. Cette abomination se met à hurler « Kill me !» et vous tapera dessus jusqu'à ce que vous parveniez à exaucer son souhait. On a donc affaire à un beat'em all surprenant qui parvient à s'affranchir de la répétitivité inhérente au genre. Pourtant, le but est très classique. Avancer dans le niveau, tuer tout ce qui bouge, puis trouver et tuer le boss.
Heureusement, les niveaux sont variés. Villes, cimetières, châteaux, égouts, on visite des endroits tous plus glauques les uns que les autres. Et pour casser la routine, on a également quelques phases de gameplay qui varient un peu. Conduire un van et écraser tout le monde, monter sur un balai volant armé d'un fusil à pompe pour dégommer des sorcières, ou encore quelques mini-jeux de rythme lors des concerts du groupe. Mais revenons sur la réalisation. Graphique tout d'abord, dont le style gothique, à la fois sombre et glauque, fait des merveilles et colle parfaitement avec l'ambiance complètement décalée du jeu. L'ambiance est gore à souhait, on démembre, on décapite et on achève les ennemis dans de très jolies gerbes de sang. Cette direction artistique est renforcée par une bande-son éclatante où punk et metal s'unissent pour donner un sacré rythme au jeu, du très lourd. Enfin, sachez qu'un mode multijoueur en local et en ligne est présent, jusqu'à 4 joueurs. Si l'action est quelque peu confuse, on ne peut que saluer cette initiative du studio. Et puis chaque perso appartenant à une classe, il devient intéressant de faire un groupe équilibré et de s'entraider pour avancer. La durée de vie, environ 7-8 heures, est honorable pour le genre et vous permettra de refaire le jeu dans des difficultés bien plus corsées, s'adressant aux joueurs à la recherche de challenge. Charlie Murder est donc une excellente surprise, et sous ses airs de beat'em all très classique, se cache en réalité un jeu avec une profondeur et une variété de gameplay très agréable. Le tout servi par une direction artistique de très haute qualité qui donne un cachet unique au jeu. À moins d'être hermétique au genre, vous pouvez foncer sans hésiter et acquérir ce titre pour seulement une dizaine d'euros. On va maintenant changer complètement de style avec la critique de Payday 2. Donc Payday 2, c'est Gab qui a fait la critique. Donc il a craqué sur un certain nombre de jeux en cette rentrée. Et sur celui-ci en particulier, c'est lui qui avait fait la critique également du premier, qu'il avait vachement aimé. Et visiblement, ce titre-là vaut furieusement le coup. Tout de suite, la critique. Mask up when you're ready to roll. Ok, let's roll. Il y a un peu moins de 2 ans, sortait Payday the Heist, un FPS coopératif dans la lignée d'un Left 4 Dead, dont la particularité était de se dérouler dans l'univers des braqueurs de banque. Bien pensé et jouissif, le premier jeu d'Overkill était à la surprise générale un des meilleurs FPS de 2011, malgré son statut assumé de petit jeu. Il s'est passé beaucoup de choses du côté d'Overkill en 2 ans. Ils ont d'abord été rachetés par Starbreeze, à l'origine de l'adaptation vidéoludique des Chroniques de Riddick. Puis ils se sont rapprochés de Valve en créant une nouvelle mission pour Payday, faisant office de préquel à Left 4 Dead. Et bien sûr, ils ont développé Payday 2, sorti à la mi-août. Le succès aidant, cette suite est bien plus ambitieuse que le premier épisode. Tout en n'étant pas vraiment plus chère, elle coûte à peine 30 €. Et autant être clair tout de suite, Payday 2 les vaut indéniablement. Comme son prédécesseur, Payday 2 n'a pas de véritable fil rouge liant les missions. Cela aurait été inutile, voire même contre-productif. Picorer parmi les missions disponibles et refaire celles que l'on préfère étant essentiel au plaisir de jeu. Mais chaque mission possède sa propre trame, certes discrète, mais présente, mettant en scène un cliché du film de gangster. Que ce soit le classique braquage de banque, l'assaut sur une boîte de nuit, le trafic de drogue ou le vol de tableau, tout ou presque y passe, et c'est ça qui fait tout le charme du titre. Payday 2 est un jeu qui parle directement à celui qui a vu Hit des dizaines de fois, aux spectateurs de Breaking Bad, ou tout simplement à tout amateur de cinéma policier. Notons également la présence de nombreux easter eggs, que ce soit des URL ou des références à certains films et séries, comme Sons of Anarchy ou The Dark Knight. C'est le genre de petits détails montrant l'attachement d'Overkill à leur création. Payday the Heist était un FPS coopératif, jouable à 4, très arcade, dans la lignée d'un Left 4 Dead. Par exemple, les armes avaient très peu de recul et de nombreux ennemis pouvaient immobiliser un joueur jusqu'à ce qu'un de ses compères vienne l'aider. On s'attendait à la même chose avec Payday 2, et en fait non. C'est toujours un FPS coopératif, mais beaucoup plus réaliste que son prédécesseur, tout en gardant des éléments typés arcade. Après une introduction plutôt bien pensée, vous accédez à CrimeNet, une carte de Washington sur laquelle vous choisissez votre prochaine mission. Ces missions sont d'ailleurs extrêmement variées, sortant même parfois du carcan du FPS, en vous demandant de fabriquer de la drogue sans vous tromper d'ingrédients. Une fois dans le salon de la partie, les différences avec le premier Payday se font immédiatement sentir.
On doit préparer attentivement le braquage, choisir son équipement en fonction de celui de ses équipiers, étudier les plans du bâtiment et même acheter des bonus spécifiques à la mission, comme un rideau de fer se fermant si l'alarme est déclenchée. Cette phase de préparation peut même se poursuivre une fois la partie commencée. On observe les alentours pour repérer les flics en civil, on détecte la position des caméras et des objectifs clés avant d'enfiler le masque et de commencer la mission. Et si tout se passe bien, personne ne vous verra. Une grande partie des missions peuvent se jouer discrètement, sans alerter personne ni déclencher d'alarme. Ça, c'est en théorie, car il se passe toujours quelque chose. Un civil remarque votre énorme fusil à pompe, vous n'avez pas répondu au talkie-walkie d'un garde abattu, ou une caméra donnait plus de signal à la régie. À ce moment-là, on se retrouve dans un schéma similaire à celui du premier Payday. On tue tous les gardes présents sur place, on essaie de contrôler la foule et on attache les otages. C'est après que les choses sérieuses commencent. Vous devrez souvent défendre une zone précise durant plusieurs minutes, que ce soit pour percer un coffre ou attendre votre chauffeur, pendant que des vagues d'ennemis se succèdent. Sur ce point, Payday 2 frappe très fort en réussissant à rendre l'un des trucs les plus ennuyeux du jeu vidéo incroyablement fun. Dans une écrasante majorité des jeux d'action, la défense de zone est un synonyme pour « je me mets derrière la grosse caisse, je tue tout le monde et j'attends que ça passe ». Dans Payday 2, les développeurs ont réduit drastiquement la taille des niveaux, en créant de petites zones à défendre. Mais si ces aires de jeu sont petites, elles n'en restent pas moins incroyablement fournies. Prenons l'exemple de la banque. Vous pouvez en vrac, barricader les fenêtres, vous placer sur le toit et sniper, faire le tour du bâtiment pour surprendre les forces spéciales, camper l'entrée de l'immeuble et canarder tout ce qui bouge, se placer au point d'entrée du niveau pour prévenir l'arrivée de renforts, sans compter ces innombrables choses que l'on ne décèle qu'au bout d'une vingtaine de parties. Le jeu se compose de 10 missions et d'une trentaine de cartes, les possibilités sont donc énormes. 10 missions et 30 cartes, oui, car certaines missions se déploient sur plusieurs jours, chaque journée se déroulant sur une carte différente. Et dans certains cas, échouer sur une des cartes annule la totalité de la mission. Parfois d'une manière totalement aléatoire et imprévisible, une map supplémentaire où vous devrez fuir la police s'ajoutera à votre mission. Vous pensez que braquer la bijouterie suffisait? Raté! Maintenant vous allez devoir fuir à travers un café pour rattraper un hélicoptère. Payday 2 surprend constamment, que ce soit via des éléments aléatoires, comme le positionnement des objectifs, des ennemis et de certains objets, ou via la richesse de son design. Ce sont ces surprises constantes qui nous font recommencer encore et encore le même braquage sans que l'on ne se lasse. Le renouvellement constant des situations vient également de l'ajout d'arbres de compétences très proches de ceux de Borderlands. Il y en a 4, chacun étant axé sur une spécificité, comme les compétences sociales ou l'ouverture de coffres. C'est en gagnant de l'expérience et de l'argent à la fin des missions que vous pourrez débloquer de nouvelles capacités. Les interactions entre les différents joueurs en fonction de leurs capacités renouvellent constamment les missions. 4 bourrins équipés de C4 ne se jouant pas de la même manière qu'une équipe hétéroclite. La façon dont ces missions sont construites est d'ailleurs très intéressante et participe grandement au sentiment de frénésie s'emparant des joueurs. Les développeurs ont pris tout ce qui était bon dans Payday the Heist, tout ce qui nous a fait kiffer dans les films de gangsters, l'ont dégraissé pour n'en garder que l'essentiel, puis l'ont condensé dans de petites missions durant généralement entre 5 et 10 minutes. Il se passe quelque chose à chaque instant, même lors des moments d'accalmie entre deux vagues d'ennemis, ce qui donne au jeu un rythme quasi épileptique. Une frénésie renforcée par les gunfights d'une intensité incroyable. Les ennemis sont très cons et vous foncent dessus sans réfléchir, mais leur nombre et leur résistance compensent étonnamment bien leur débilité. Et surtout, les armes offrent des sensations incroyables. Les bruitages sont excellents et les petites touches de réalisme, l'absence de réticule de visée et l'important recul des armes rendent le tout jouissif et exigeant. On apprécie également la possibilité de choisir et de personnaliser son équipement, que ce soit en achetant un modèle précis de pistolet ou en lui rajoutant des éléments comme une visée laser. Il est également possible de personnaliser le masque de son personnage, ça ne sert à rien, mis à part frimer auprès de ses potes, c'est donc indispensable. Par contre, la façon dont on obtient les modificateurs d'armes et les nouvelles peintures de masques peut agacer. À la fin de chaque braquage, il vous faut choisir au hasard une carte sur les 3 proposées pour finalement gagner la récompense liée. Certes, cela contribue à la création de surprises constantes, permettant à Payday 2 d'être aussi attractif. Mais cela peut également engendrer une énorme frustration si on souhaite jouer d'une manière bien précise avec un équipement défini. Concluons cette partie Game System par un dernier point positif, la gestion de la difficulté. Le premier Payday pouvait se montrer parfois injuste avec les débutants, notamment avec ses hordes d'ennemis spéciaux. Overkill a donc travaillé sur ce point.
Au final, Payday 2 comporte 4 modes de difficulté. Comme dans tous les jeux, plus la difficulté est élevée, plus les ennemis sont résistants et puissants. Mais ces ennemis changent. Si le mode normal est peuplé uniquement de policiers basiques, le mode difficile commence à se corser avec l'arrivée des forces spéciales. S'ensuit le mode très difficile avec l'apparition de soldats équipés de pistolets paralysants. Et finalement le mode Overkill avec ses bulldozers, des ennemis surpuissants dont le seul point faible est la tête. Le challenge de Payday 2 est pile comme il faut. C'est un jeu très exigeant, mais jamais insurmontable, où la marge d'erreur laissée aux joueurs est suffisante pour qu'ils puissent expérimenter de nouvelles techniques sans avoir peur de mourir en 2 secondes. Une bonne difficulté est l'une des choses les plus dures à créer, et Overkill l'a fait haut la main. Si on met de côté l'IA bancale, Payday 2 n'a qu'un seul défaut. Oh, un petit défaut, c'est pas bien grave, ça va pas m'empêcher de m'amuser. Eh ben si, parce que Payday 2, sans exagération aucune, est littéralement fini à la serpe et au marteau-piqueur. On ne parle pas de soucis de texture ou de bugs de collision, on parle d'impossibilité de jouer au jeu. Suivant votre malchance, vous ne pourrez pas rejoindre certains de vos amis, certaines parties ou même certaines missions. Il est indéniable qu'Overkill a dû précipiter la sortie de son jeu pour arriver sur le marché avant la fin août, date de sortie des premiers gros blockbusters. Mais cela n'excuse pas ce niveau de finition honteux. Heureusement, les développeurs tentent de résoudre le problème. Ils ont sorti une petite dizaine de mises à jour en 2 semaines et Payday 2 sera très probablement parfaitement jouable dans quelques mois. En attendant, on ne peut que pleurer des larmes de sang, tant cette précipitation gâche le travail titanesque accompli, ne serait-ce qu'au niveau du sound design. Les musiques, mais aussi la façon dont elles accompagnent les gunfights, leur montée en puissance avant un assaut, l'appréhension et l'attente qu'elles instiguent chez le joueur, la partie sonore de Payday 2 est tout simplement exceptionnelle. Exceptionnel, voilà un adjectif à même de définir Payday 2. C'est tout simplement le meilleur jeu d'action coopératif depuis Left 4 Dead. C'est l'un des seuls jeux à être capable de créer un état de transe partagé chez les joueurs. Jouer avec des inconnus est tout à fait possible, car il n'est pas nécessaire de se parler pour se comprendre. C'est difficilement explicable, mais chaque joueur sait quoi faire, comme s'il ne formait qu'une seule entité. Et bien sûr, le plaisir de jeu est décuplé lorsque l'on joue avec des potes. Pour à peine 30 €, que demander de plus ? Merci Gab pour ta critique. Alors on va maintenant passer à la critique de Killer is Dead, donc qui a été faite par Moguri en fait, et j'étais là il y a quelques minutes, j'étais avec lui parce qu'il est en train de faire les saisies, tout ça, et il me montrait des images pour un éventuel Showtime. Je crois que le jeu s'y prête, a priori. Ouais, apparemment le mode gigolo là, je sais pas quoi. Donc peut-être éventuellement. Alors, pas dans le prochain numéro, parce que dans le prochain numéro, évidemment, va y avoir un Showtime. Alors, ce sera probablement pas sur Killer is Dead, parce que il y a 1000 jeux et j'ai eu 1000 propositions cet été, dont des jeunes téléspectateurs. Et du coup, j'en profite pour leur rappeler, si vous avez des petits jeux comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, le jeu a l'air super bien, enfin, visuellement. Killer is Dead, et je te parle pas que des phases de gigolo. Oui, bien sûr. Je te parle de la bagarre. Parce que ce Classic du Plus, c'est un peu des jeux qui sont pas forcément excellents, mais systématiquement, j'ai remarqué pour chaque jeu critiqué là dans 18 Plus, c'est aussi une sorte de petit coup de cœur. Ouais. Donc il y en a vraiment, c'est dans des styles vrai. très différents. Donc il y en aura pour tout le monde. On peut pas acheter tous les jeux, c'est impossible là qu'on critique dans 18 Plus. Mais je pense que chacun d'entre vous pourra trouver un petit peu le titre qui lui convient. En attendant GTA 5, je dirais, absolu. Mais voilà, il y en a vraiment pas mal. Et là, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur de Moguri. Donc le jeu est plein de défauts. Il y a comme la plupart du temps les jeux de Sudagoichi. Et des défauts qui reviennent, typiques de Sudagoichi, type la caméra ou des conneries comme ça. Mais il y a un truc. Il y a un truc avec ces jeux qui font que tu accroches. Alors forcément, il faut quand même avoir une certaine des atomes crochus avec ces univers un peu barrés, avec très cinématographique, très over the top, mais avec aussi un style graphique extrêmement travaillé. C'est vraiment, regardez la critique, et d'ailleurs la critique de Moguri est excellente. Comme d'hab.
Alors même que le monde brûle, certains osent encore se poser les vraies questions. Les questions qui fâchent, les questions qui peuvent tout remettre en cause. Ainsi que fondent les glaces ou que pleuvent les bombes, on trouvera toujours un érudit pour s'interroger sur la nature profonde du jeu vidéo, sur ce qui fait sa spécificité, sur ce qu'il représente ou sur ce vers quoi il doit tendre. Car aussi dur que devienne finalement la vie dans la 9e colonie du secteur 13 de l'Empire techno-militaire post-cataclysme, il n'est pas question de jouer à NBA 2K95 sans savoir exactement pourquoi ou comment. Et si les réponses à ces questions cruciales tardent à venir et se heurtent souvent à un mur, ne serait-ce que dès que le mot art s'invite dans le débat, on peut tout de même déjà dégager quelques courants de pensée. L'un d'entre eux consiste grosso modo à considérer le jeu vidéo comme une sorte de prolongement du cinéma. Grand prédicateur de cette paroisse, David Cage tend à prendre le constat à la lettre en appliquant avec fidélité les techniques de mise en scène et de production chères à Hollywood. Ce faisant, le créateur semble vouloir élaborer une sorte de cinéma augmenté, capable de générer plus d'émotions en impliquant davantage le joueur ou le spectateur. On peut considérer que la démarche est bonne ou pas. En l'occurrence, ça n'a pas vraiment d'importance. Toujours est-il que de son côté, Suda Goichi fait indéniablement partie de ces figures du jeu vidéo extrêmement influencées par le cinéma. Seulement, son orientation se manifeste de manière radicalement différente et Killer is Dead en est une des preuves les plus probantes. Se plonger dans Killer is Dead, car il est bien question de s'y plonger, demande quelques compromis loin d'être surprenants pour qui s'est déjà frotté à un jeu de Suda Goichi. Il faudra en premier lieu accepter le fait d'être littéralement confronté à des situations ou des faits établis, sans aucune espèce d'explication. Mondo Sappa est un tueur au service d'une organisation gouvernementale, dirigée par un certain Brian, au corps à moitié robotique, c'est comme ça. L'assassin se bat à l'aide d'un katana, capable d'absorber le sang de ses victimes, ainsi que d'un bras mécanique, capable de se transformer en plusieurs armes différentes. Puisqu'on vous le dit. Durant ses missions, il sera régulièrement confronté aux Wires, des êtres étranges visiblement issus de la face cachée de la Lune, où l'homme est capable de se rendre comme l'on voyage aujourd'hui d'un pays à l'autre. Si, vraiment. Parallèlement, Mondo apprécie manifestement les plaisirs simples de la vie et ne perd jamais une occasion de draguer dans les bars ou les restaurants. Pour partager son lit avec une belle femme, pourquoi pas? Et l'on ne parle ici que de la situation de départ. Penser que celle-ci s'éclaircira au fur et à mesure de l'histoire serait bien naïf, et tous les David, les Moon River et les souvenirs de Mondo ne feront que rendre le tout plus confus, ou du moins plus cryptique. Car s'il y a quelque chose à comprendre de l'histoire de Killer is Dead, c'est on ne peut mieux dissimulé sous d'épaisses couches de détours, de métaphores et de symbolisme. Savoir si son propos final vaut la peine de pénétrer dans le labyrinthe narratif du jeu restera à la discrétion de chacun. Mais le fait est que c'est ce même labyrinthe qui donne une grande partie de sa saveur au travail de Suda Goichi. Si David Cage calque son approche sur celle du cinéma réel, tel qu'on peut le concevoir à Hollywood, Suda évoque bien davantage le film d'animation, et en particulier ses représentants japonais. Il y a du mind game dans Killer is Dead, dans sa manière de profiter des possibilités infinies qui lui sont offertes en matière de technique et de mise en scène pour mettre en place un univers tout à fait personnel, ainsi qu'un propos qui peut finalement n'avoir aucun rapport avec ce qui est montré à l'écran. Comme le film d'animation de Yuasa Masaaki, le dernier Suda Goichi nous laisse toujours dans l'expectative, en jonglant constamment entre plusieurs ambiances et plusieurs tons, parfois même entre différentes techniques de représentation. Ces deux œuvres nous laissent dans l'incapacité d'imaginer ce que la prochaine scène peut bien nous réserver. Encore faut-il en avoir quelque chose à faire, et c'est pour ça qu'il convient de parler de plonger dans Killer is Dead. C'est le revers d'une forte personnalité, on accroche terriblement ou on s'en fout totalement, et ce qui sera pour beaucoup la plus grande qualité du jeu, pourra tout aussi bien être un de ses plus lourds défauts. Fort de son univers si particulier et de sa gouaille assumée, Killer is Dead ne semble vouloir délibérément s'encombrer que du strict nécessaire ludique. C'est un jeu d'action car c'est définitivement ce qui convient le mieux à Suda Goichi. Il est divisé en missions car c'est une manière très pratique de cadrer le joueur dans sa progression, mais aussi le jeu dans sa narration. Il attribue des notes aux joueurs en fonction de ses performances parce que ça se fait, et éventuellement parce que ça pourra en motiver certains à pousser l'expérience un peu plus loin. Enfin,
il est assez dur. Mais peut-être plus par tradition que par conviction, peut-être plus que, comme les anciens l'ont prouvé à de multiples reprises, c'est une manière comme une autre de diluer une aventure au demeurant assez courte. Tous ces éléments ont l'air d'être là, comme ça, plus par défaut que dans des buts précis. Ainsi, le level design se veut dans l'ensemble extrêmement basique. Il ne joue que très peu sur la hauteur, n'offre pas plus d'une seule manière d'aborder chaque situation et se borne généralement à offrir aux joueurs des arènes assez vastes pour pouvoir s'exprimer. Dans le même ordre d'idées, le système de combat se veut on ne peut plus basique. Il est question ici d'alterner entre des attaques normales au sabre pour remplir la jauge de sang et utiliser ensuite cette dernière via les différentes armes incluses dans le bras mécanique de Mondo, ou bien pour déclencher des meurtres instantanés on ne peut plus efficaces. En parvenant à enchaîner de nombreux coups sans se faire toucher, on pourra également exécuter les ennemis de manière un peu spéciale, tout en choisissant quel type de récompense ils laisseront tomber. De la santé, du sang ou encore des points d'expérience. Ces derniers permettront alors d'acquérir quelques techniques spéciales assez basiques mais très efficaces, ou bien d'améliorer les performances du bras de Mondo. Le tout se veut donc on ne peut plus simple, mais n'apparaît jamais comme un poids pour le jeu, principalement parce que malgré quelques soucis de caméra et de framerate, Killer is Dead reste très plaisant et gratifiant à jouer. Esquiver la parade, soumise à un timing assez précis, permettent toutes les deux de déclencher des attaques très efficaces et violentes, qui récompensent grandement le joueur pour ses coups d'éclat, tant en termes de jeu pur qu'en termes de spectacle. Cette philosophie du simple mais efficace se retrouve dans les quelques missions secondaires un peu plus originales, parmi lesquelles se distingue le mode gigolo. Derrière ce nom évocateur se cache une espèce de simulation de drague bien salace qui demande aux joueurs de mater littéralement les conquêtes de Mondo jusqu'à réunir assez de confiance pour leur offrir des cadeaux. Au bout d'un ou deux présents, et à condition qu'ils soient de qualité, les belles à Mondo, puisque c'est comme ça que le jeu les appelle, finiront invariablement dans le lit du héros après lui avoir fait don de bonus plus ou moins importants. C'est évidemment assez bas du front, voire carrément choquant dans le principe, mais d'une part, de nombreux signes très évidents viennent insister sur la teneur on ne peut moins sérieuse de ce mode de jeu, et d'autre part, le goût très prononcé de Mondo pour les plaisirs charnels n'est pas anodin et revêt une certaine importance dans la symbolique générale du jeu. On rappellera également que l'on parle ici d'un personnage qui gagne sa vie en tant qu'assassin, un personnage qui n'est jamais présenté comme particulièrement sain ni moral, bien qu'il précise à de nombreuses reprises ne prendre aucun plaisir dans son travail. Une particularité presque étonnante qui fait d'une certaine manière de Mondo le héros le plus sage de tous les jeux Sudagoichi. Finalement, Mondo s'intègre parfaitement au jeu dont il est le personnage principal, qui se veut lui aussi beaucoup plus cadré en termes de gameplay qu'un No More Heroes ou que le Killer 7, dont il reste indéniablement la suite spirituelle. Et si l'on regrette forcément un peu l'expérience entièrement inédite à l'époque qui était ce même Killer 7, Killer is Dead semble cependant plus à l'aise dans sa peau de jeu vidéo et ce n'est pas plus mal. Killer is Dead tire le plus gros de sa saveur d'éléments directement empruntés au cinéma, comme sa mise en scène, son univers ou de manière générale tout son aspect narratif, qui t'a donné l'impression d'avoir un peu négligé son aspect ludique. Seulement, il arrive à faire tout ça sans jamais donner l'impression de vouloir se faire passer pour un film, et c'est en ce sens qu'il se démarque énormément de nombreux gros jeux vidéo actuels. Quand le jeu place sa caméra dans la bouche d'un personnage, quand il pousse le culte de l'esthétisme à son paroxysme, en travaillant chaque plan et en multipliant ses techniques de représentation, il obéit certes à de nombreuses lois du cinéma, mais profite clairement de la liberté que son statut lui offre. Et lorsqu'il nous demande de jouer durant son introduction, qui est également un des points clés de l'intrigue, d'exécuter à la main chacun des boss, qui nous propose un système de combat très axé sur la récompense, ou nous sert une scène de combat en ascenseur, Killer is Dead nous confirme qu'il n'a absolument pas peur d'être un jeu vidéo. Un jeu vidéo assez particulier et potentiellement charmant pour qu'il mérite toute notre attention au milieu des grosses sorties extrêmement attirantes, mais beaucoup plus conventionnelles, qui se succèdent en cette rentrée 2013. 初陣にしちゃ上出来だ。On enchaîne avec les coups de cœur là du coup. Je crois que celui-là, tu nous as raconté des trucs au moment où tu faisais la critique de Saints Row 4, enfin tu y jouais, il y a vraiment des trucs super rigolos. Ah non, mais alors il y a des trucs, mais c'est vraiment raconte le truc avec le séduire. Ah non, mais ça tue, non mais ça tue. Ça tue parce que ils arrivent à être fins dans la vulgarité la plus dégueulasse. Et donc, juste un exemple, dans Saints Row 4, donc t'as tout un truc que je vais développer dans la partie histoire pour expliquer comment ils se retrouvent dans un vaisseau.
dans un style de setting à la Mass Effect, au final, où tu es le commandant de ton vaisseau, tu te balades et puis tu as tes Saints qui sont là, mais avec qui tu peux discuter comme dans Mass Effect. Avec Et ton comme dans équipage. Blacklist, c'est marrant qu'on verra après. Effectivement, comme dans Blacklist. Et tu peux rentrer en interaction avec ton équipage, et notamment avec les meufs et même les mecs d'ailleurs. Tu as un petit bouton, en l'occurrence sur PS3, c'est le carré pour séduire. Tu vois, pour rentrer dans une romance. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vas voir la petite Kinsey, mais ça, vous allez le voir dans les images, hein. Tu vas voir la petite Kinsey, tu appuies sur séduire. Donc séduire, normalement, t'entres dans des phases, t'essayes d'ouvrir un set, t'essayes de marquer des points, de choper des IOI. Et là, t'appuies sur le bouton, il fait « Hey Kinsey, what the fuck ?» C'est tout. Donc voilà, c'est cet esprit que j'aime bien. C'est cet esprit que j'aime bien parce que c'est con, c'est un petit peu vulgaire, mais t'as l'impression qu'il y a quand même de la finesse derrière, et puis il y a un humour, mais que tu peux pas ignorer. Il est là l'humour, dans Saints Row 4, il est là l'humour, il est très très drôle. 1 milliard de références à plein de jeux vidéo, à plein de films. Enfin bref, c'est vraiment le type de truc auquel j'accroche, tout simplement. Ouais, dis pas tout. Hein. Non, je vais pas dire tout, on va rentrer dans les détails avec la critique. En mai 2012, THQ présentait une grosse extension pour Saints Row The Third censée sortir dans les mois à venir. Baptisée Enter the Dominatrix, cette extension prenait finalement la forme d'un jeu complet qui serait donc vendu comme une réelle suite. Entre-temps, THQ a fermé ses portes, mais la licence Saints Row étant relativement forte, Volition Inc., le développeur, n'a pas mis beaucoup de temps avant de voir son projet retrouver un nouvel éditeur. Avec le temps, on a appris à se méfier des jeux au développement un peu perturbé, et ce Saints Row 4, qui se présentait à la base comme une extension de The Third, se rapprochait clairement de cette config. Mais après plusieurs heures de jeu, on se rend compte que l'on a bien affaire à un jeu complet, qui plus est, encore plus fucked up que les précédents. Done already. Dès le début, le jeu se fait plaisir en termes de références cinématographiques, à l'image de cette scène d'intro complètement inspirée de Conan le Barbare. Du coup, on accroche. Des années ont passé depuis l'époque où les Saints n'étaient qu'un petit gang de quartier. Et après avoir bénéficié d'une hype constante depuis The Third, vous et votre crew vous retrouvez carrément à la tête des États-Unis. Le jeu commence d'ailleurs sur une mission antiterroriste qui sert ici de tuto et durant laquelle vous allez faire montre de tous vos talents de niquer de la gâchette. Et pour clôturer cette mission tout en apposant son frame et en montrant que le jeu s'installera systématiquement dans le second degré, le joueur assiste à une scène de désamorçage de missiles complètement foutu sur fond d'Aerosmith. C'est juste sans prix. De retour à la Maison Blanche, la White Crib comme on l'appelle désormais, la situation tourne cacao en pleine conférence de presse. Une invasion alien vient en effet remettre en cause tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Vous ne pouvez qu'assister à la mise à l'amende de votre crew et finissez vous-même par vous faire capturer. S'ensuit un délire totalement inspiré de Matrix, dans lequel vous voyagerez entre le monde réel et la simulation créée par les aliens afin de vous maintenir en captivité. Votre but, sauver les Saints et à terme l'humanité, ou en tout cas ce qu'il en reste. So you win that, eh? Dans la mesure où, à la base, Saints Row 4 a été pensé comme une extension du 3, on retrouve ici l'écrasante majorité des idées de gameplay présentes dans l'épisode précédent. Le jeu se déroule d'ailleurs en grande partie à Steelport. On récupère donc toutes ces activités comme l'arnaque à l'assurance, les phases de chaos où il faut faire un max de dégâts, les caisses à tuner, les magasins aux noms rigolos comme Rimjob, etc. Simplement, l'invasion alien a complètement changé la donne, et ce Steelport que vous connaissez si bien n'est en fait qu'une simulation. Une simulation dans laquelle vous pouvez toutefois vous faire plaisir, puisque Kinsey, la nerd du groupe, est capable de craquer les codes et contourner les firewalls afin de vous faire bénéficier de super pouvoirs. Du coup, ce Saints Row ne se joue plus du tout comme un open world classique. Pour aller d'un point à un autre dans le cadre d'une mission, on ne se galérera plus à voler une caisse ou à esquiver les présences policières. Non, on optera plutôt pour le saut de bâtard au-dessus des immeubles ou le super sprint qui défonce tout sur son passage. Les super pouvoirs, justement, donnent donc dans le super saut et la super course, mais aussi dans l'attaque élémentaire, à base de glace qui givre tout le monde, de boules de feu qui crament ou même de télékinésie.
Tout comme certains aspects de votre personnage qui peuvent être améliorés, comme la résistance ou l'efficacité de votre gang, les pouvoirs s'upgrade moyennant pour le coup ces orbes bleus que vous récoltez la plupart du temps sur les toits. On retrouve également ce système de monétisation périodique qui rapporte une somme fixe en fonction des actions que vous avez effectuées et des quartiers que vous contrôlez. Si vous continuez d'évoluer dans un style port familier, ce dernier est désormais blindé d'éléments aliens. Autant de nouvelles activités à disposition du joueur, comme ces courses futuristes où il est question d'utiliser vos super pouvoirs, ou encore ces zones interdites qu'il faut nettoyer afin de reprendre le contrôle de la ville. Dans cette même ville, vous débloquez également des points d'accès au monde réel, un peu comme ce délire avec les portables dans Matrix. Ces points vous permettent de gérer les armes que vous portez, ainsi que la personnalisation de votre gang, mais aussi de retourner sur ce vaisseau spatial dans lequel se trouvent les membres principaux des Saints. Ces derniers vous confient tout un tas de missions secondaires, dont certaines baptisées Loyauté, histoire de se foutre un peu de la gueule de Mass Effect. Ce que vous pouvez faire dans le vaisseau ressemble d'ailleurs furieusement à la trilogie de BioWare, à l'image des romances que vous pouvez vivre avec les membres de votre équipage. Hey Kinsey, you wanna fuck? Enfin, des romances à la Saints quoi. Mais Mass Effect n'est pas le seul titre à se faire taquiner. Une des missions du jeu relève certains éléments absurdes du genre infiltration. L'occasion de tacler dans l'énorme en vigueur la série Metal Gear. Well done. Si d'une manière générale, les vannes et les références sont de level 1, parfois un peu bébêtes, et souvent crades et vulgaires, le vrai connoisseur peut tout de même percevoir une certaine finesse dans l'acting et l'écriture. Saints Row 4 n'avait de toute manière pas les épaules pour tacler le GTA à venir sur le terrain que Rockstar a lui-même crafté. Volition Inc. a donc bien été inspiré de mettre de côté l'aspect open world classique de son jeu pour s'inscrire complètement dans le n'importe quoi. Les super pouvoirs, quant à eux, offrent aux joueurs une nouvelle manière d'aborder Steelport. Et l'invasion alien est un super prétexte pour caser les idées les plus fucked up des développeurs. Ce Saints Row propose un maximum d'activités, le tout avec une réalisation tout à fait correcte et surtout soutenue par un humour qui ne fera probablement pas l'unanimité, mais qui fonctionne très clairement sur nous. Speaking of hunger, tell the kitchen to send up a burger. Good choice. Créer le chaos dans la ville à bord d'un engin alien pour ensuite mettre la misère aux passants à coups de dildo tentacule, le tout sur fond de What is Love d'Adaway, fait partie de ces moments que l'on oublie difficilement dans un jeu vidéo. On espère maintenant que Saints Row 4 rencontre en ce moment même un certain succès, de manière à permettre aux développeurs de nous lâcher un 5e volet qui, on imagine, s'inscrira encore plus dans la démesure. Why do you humans enjoy leaping so much? Get off my lawn, you son of a bitch! Donc il y a un truc qui change pas dans Classé 18+, c'est qu'à un moment donné, après cette overdose de sang, d'humour salace, etc., il nous faut une petite pause, il nous faut une respiration, il nous faut un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et c'est maintenant. Plants vs Zombies, au même titre que Angry Birds, fait partie de ces jeux mobiles devenus de véritables phénomènes de société. Merchandising, court-métrage animé, jeux dérivés, impossible d'échapper au tsunami marketing associé à ces deux titres. Le studio Popcat Games, qui parvint à convertir le grand public au Tower Defense, s'est même offert les services de deux icônes geeks pour la promo de Plants vs Zombies 2, les fameux Jay et Silent Bob du film Clerks. So, Bob, is that you? Pour le moment uniquement disponible sur iOS, cette suite se distingue d'emblée sur un point essentiel, PopCap et EA ont décidé d'adopter le modèle freemium. Plants vs Zombies 2 est donc gratuit, mais comprend de nombreuses microtransactions permettant de débloquer de nouvelles plantes plus rapidement ou d'ouvrir d'emblée les différents mondes du jeu. Ce choix quant au modèle de distribution a provoqué à juste titre l'inquiétude des fans qui craignaient d'être contraints dans leur progression. Et c'est le cas, on se sent contraint dans le sens où il est nécessaire de relever les défis apparaissant dans des niveaux précédemment traversés afin de pouvoir progresser. Rien de dramatique en soi, ni de scandaleux, mais ces défis sont malheureusement assez génériques et la progression in-game s'avère plus hachée que dans le premier Plants vs Zombies. Ceci dit, on n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit, il faudra simplement se résoudre à grinder, ce qui aurait été dramatique si le gameplay n'avait pas été agréable. Mais il l'est. C'est toujours avec un grand plaisir que l'on tentera de freiner des vagues de zombies à l'aide de tourelles prenant la forme de diverses plantes que l'on débloquera au fil de la partie.
Pour poser une plante, il convient de posséder un nombre de soleils suffisant. Ces soleils tombent régulièrement du ciel ou peuvent être produits par les tournesols et afin de les empocher, il faut tapoter dessus et vite. Frénétique, tactique, facile à prendre en main, il est aisé de tomber dans Plants vs Zombies 2, d'autant plus qu'il propose quelques nouveautés intéressantes. Par exemple, 3 mondes différents sont accessibles pour le moment, on commence en Égypte, puis on enchaîne avec les mondes des pirates et du Far West. Chaque environnement proposant bien entendu des zombies spéciaux. En Égypte, on aura ainsi un zombie brandissant un sceptre de Ra, le dieu du soleil, absorbant justement les petits soleils apparaissant à l'écran si vous ne tapotez pas rapidement sur eux. Un mode challenge peut être débloqué dans chaque monde, ce dernier s'apparentant à un mode survie où il faudra tenir le plus longtemps possible. Outre les nouvelles plantes et autres zombies inédits, les développeurs ont ajouté une mécanique de jeu supplémentaire. Désormais, on pourra utiliser de l'engrais, en quantité très limitée, qui pourra passer une plante donnée en mode berserk. Des bonus tactiles font aussi leur apparition et on peut maintenant éclater la tête d'un zombie entre ses doigts. Visuellement, le jeu est toujours aussi soigné et il est bien difficile de ne pas accrocher à son caractère design ainsi qu'à sa direction artistique cartoon. Plants vs Zombies 2 est à la hauteur de sa propre légende, même si on regrette que le game system ait été modifié et alourdi afin d'accueillir des micro-paiements. Alors maintenant, on va passer à la critique de Splinter Cell Blacklist, là, qui est sortie à la toute fin août. Donc il y a toute une histoire. Donc avec la série des Splinter Cell, c'est une série qui n'a cessé d'évoluer, en bien, en mal, ça dépend complètement de la perception des gens et de leur attachement à tout ce qui est infiltration pure. Donc il y a un jeu qui a fait l'unanimité, c'est clairement Chaos Theory. Chaos Theory, c'était une petite tuerie, ça encore aujourd'hui, moi je m'en rappelle, j'avais même fait un documentaire à l'époque où j'avais été dans les studios du Bi-Montréal, et c'était un pur jeu, une vraie petite perle. Ensuite ils ont sorti Conviction. Conviction, clairement ils ont apporté une tonne d'idées qui étaient réellement intéressantes, mais il y a eu un petit switch vers un côté plus action, donc avec en particulier le fameux marqué exécuté. Ouais. C'est-à-dire que tu exécutes silencieusement une personne, et ensuite juste derrière, tu as la possibilité d'abattre très rapidement 3 autres gardes après les avoir marqués. Et donc ça fait beaucoup jaser. Et donc on se demandait ce qu'allait faire, là pour le coup plus Ubi Montréal, mais Ubi Toronto, avec Blacklist. Et visiblement ils ont essayé de faire un peu tout, de prendre Chaos Theory, de prendre Conviction, de secouer comme ça et de faire Blacklist. Donc ça donne un jeu qui est imparfait. C'est ne serait-ce que techniquement, il a accusé un petit coup de vieux, c'est limite si Conviction n'était pas plus beau. Ensuite c'est vraiment une question de perception, mais en tout cas il apporte pas grand-chose visuellement au titre précédent. Mais il y a une vraie richesse, il y a un vrai game system qui te permet de t'investir dans le jeu de façon ultra conséquente. Tu peux vraiment y jouer mais pendant très longtemps. Donc ça fait plaisir. Et vous allez tout voir dans le détail dans la critique, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce titre. C'est moi que tu cherches, Ordure. Critiqué à sa sortie pour avoir sacrifié une partie de son identité infiltration au profit d'un gameplay plus action, Splinter Cell Conviction n'en a pas moins séduit de nombreux joueurs, dont l'auteur de cette critique. Le jeu du Bi-Montréal avait en effet su imposer pas mal d'idées originales, telles que des interrogatoires contextuels des plus musclés, un affichage en surimpression sur les environnements des objectifs de mission, une campagne coop à la conclusion épique, le concept de la dernière position connue qui affiche la silhouette de Sam lorsqu'il est repéré, indiquant ainsi aux joueurs où se focalise l'attention des gardes, sans oublier le fameux marqué et exécuté qui permettait d'éliminer plusieurs ennemis en une action, fonctionnalité reprise dans de nombreux titres comme le tout dernier Hitman Absolution par exemple. Splinter Cell Blacklist, qui a été développé à Toronto et non à Montréal, reprend tous ces éléments ou presque. Les interrogatoires ont disparu par exemple, tout comme le fait que le jeu bascule en noir et blanc lorsque Sam est invisible. Désormais, seules les flèches de détection permettent de savoir si Sam est sur le point de se faire repérer. Autre changement, le grand retour du transport des corps, que l'on peut planquer, ainsi que du couteau, le fameux Karambit, qui permet à nouveau d'exécuter les ennemis en silence. Pour rappel, dans Conviction, on utilisait son arme à feu. Merci Vic, mais il y a peu de chances qu'un Karambit me serve pour une reconnaissance aérienne. Qui sait? Globalement, les développeurs ont tenté de ménager la chèvre et le chou, soit de rebooster la partie infiltration, sans pour autant que l'action n'en pâtisse. À la manière d'un Dishonored ou d'un Mark of a Ninja, le joueur se voit offrir une grande liberté dans sa manière d'appréhender une mission. Désormais, il peut se spécialiser dans 3 styles distincts, fantôme, panthère ou assaut. En fantôme, Sam ne fait pas de victime et personne ne le voit. Ce style est mis en avant puisqu'il rapporte plus de points. En panthère, il tue, mais en silence. Et en assaut, il tire dans le tas sans se poser de questions. On notera aussi le retour des gadgets, ainsi que des lunettes à multiples fonctions, ou encore celui primordial du mode multijoueur espion versus mercenaire. Les différents modes de jeu ont d'ailleurs été intégrés de façon originale dans un tout nouveau hub qui prend la forme d'un avion cargo, le Paladin. Poste de pilotage, on a le go pour Benghazi.
À l'intérieur du Paladin, au sein duquel il est libre de se balader et de taper la discute, Sam Fisher peut tout faire. Cet avion lui a été confié par la présidente des États-Unis, tout comme la direction d'une nouvelle agence, Echelon 4, au sein de laquelle il détient tous les pouvoirs. À nous de trouver un moyen de l'arrêter. En fait, il ne doit rendre compte qu'à une seule personne, la présidente elle-même. La prochaine fois que tu lui parles, n'oublie pas de lui parler de ça. Après avoir Charlie. traqué les criminels, en tant que mercenaire d'une société privée gérée par Victor Coste, Sam a donc accepté de travailler à nouveau pour le gouvernement américain. On y va. Au cours de sa dernière mission pour Victor, une attaque terroriste de grande envergure a en effet laissé son vieux pote de toujours sur le carreau. Gravement blessé, et ce après avoir sauvé la vie de Sam, sa vie ne tient plus qu'à un fil, la faute à la première attaque de la Blacklist. Tiens le coup, Vic. Cette Blacklist est l'ultimatum envoyé aux États-Unis par les ingénieurs, un groupe terroriste inconnu demandant le retrait des troupes américaines présentes dans les 2 tiers des pays de la planète. Ces attaques portant le nom de Blacklist. La Blacklist. Sam fait donc de celle-ci une affaire personnelle, une fois de plus. Tu vas parler. C'est la seule option que je te laisse si tu veux vivre. Il sera accompagné pour cette mission de Grimm, l'éternelle reine du planning, La meilleure approche, c'est par le bazar, ici. du hacker Charlie, appartenant à l'équipe de Victor, J'oubliais, montre terminale. et de l'ex-agent de la CIA, Briggs. Attrape un kit de sniper. Chef, il faut que je vous couvre ou je dois abattre une cible? Ces 3 personnages constituent l'équipage clé du Paladin. Sam peut discuter avec eux entre 2 missions, Grimm m'a dit que tu penses que c'est le cartel qui est derrière l'attaque. Oui. et même lancer directement les missions coop associées à chacun de ses persos. Alors il faut qu'on intervienne. Des missions coop, jouables en local ou en ligne à 2 donc, mais aussi en solo. Seules les missions de Briggs sont uniquement jouables en coop, et chaque personnage propose un coop au parfum unique. Celui de Briggs est plus scénarisé et se rapproche de l'expérience proposée dans la campagne solo. Celui de Grimm s'articule autour d'un lieu unique qu'il faudra s'approprier pour déjouer les gardes et récupérer les données dispersées à 3 endroits de la map avant de s'en extraire. Une expérience qui devrait ravir les fans de Chaos Theory. Si vous jouez en coop avec un débutant, on vous conseillera d'ailleurs de commencer avec les missions de Grimm, plus posées en termes de rythme. Le newbie aura ainsi le temps de prendre ses marques. Enfin, le coop de Charlie se rapproche du mode Horde des Gears en demandant aux joueurs de survivre à des vagues d'ennemis. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ça fonctionne bien, surtout si vous êtes accro au marqué exécuté. C'est parti. Sachez qu'un 4e type de mission coop existe, mais on vous laisse la surprise. Toutes ces missions sont également accessibles sur l'IMS, soit l'interface de mission stratégique située au cœur du Paladin. Celle-ci prend la forme d'une carte tactile où le joueur lance les missions de son choix, y compris le mode espion versus mercenaire. Cette structure originale se paye, entre guillemets, par un accès tardif aux missions coop. Ne comptez pas pouvoir jouer immédiatement à 2, il faudra effectuer 2 missions de la campagne solo avant de débloquer les autres modes de jeu. L'histoire en elle-même est assez classique, avec ses rebondissements attendus et son contexte militaro-politique, vu et revu dans quantité d'autres TPS FPS. Non, mon général. On appréciera en revanche l'effort fourni sur les personnages qui possèdent tous des personnalités affirmées. Au bout d'un moment, on s'attache un minimum à cette équipe hétéroclite qui finira tant bien que mal par se serrer les coudes. Si je peux me permettre, pourquoi ne pas laisser la CIA s'en charger? Tu peux tout te permettre maintenant, Briggs. Tu fais partie de l'équipe. Même le personnage de Sam s'humanise un peu via les coups de fil qu'il peut passer entre 2 missions à sa fille Sarah. Il se trouve que les gens derrière la Blacklist savent qui je suis, donc ils savent qui tu es. Il faut que tu sois protégé. C'est également par ce biais que l'on prend conscience du climat de peur généré par les attaques terroristes des ingénieurs sur le sol américain. Le doublage français est de qualité et c'est avec plaisir que l'on retrouve la voix de Daniel Beretta, le doubleur officiel de Schwarzy et de Sam Fisher. Ton contact s'est fait avoir, il est mort. En VO, en revanche, ce n'est plus Michael Ironside qui joue Sam, mais Eric Johnson. Les développeurs souhaitaient en effet avoir un acteur capable de jouer physiquement Sam via la performance capture, ce que ne pouvait faire Ironside, aujourd'hui âgé de 63 ans. C'est du moins la version officielle. No more games, Jadid. Blacklist. Mais cette décision n'a finalement aucun impact sur le jeu, le moteur graphique ne rendant guère justice à cette technologie. En termes de modélisation, d'animation faciale et corporelle, Splinter Cell Blacklist est en effet à des années-lumière d'un The Last of Us. Plus globalement, Sam est un personnage trop fluctuant pour qu'on s'y attache réellement. D'un jeu à l'autre, on ne le reconnaît plus, et finalement, seule sa voix permet de faire le lien entre les jeux. Une fois n'est pas coutume, on a donc préféré le doublage français aux voix originales. Chaque homme a son prix. Je veux des infos. Majid Sadiq. Des nouvelles de ton contact? Négatif. La milice est partout, Sam. Je savais que ça allait mal tourner. Comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette critique, Splinter Cell Blacklist reprend 90% du gameplay de Conviction. Blacklist se joue comme Conviction. Quelques touches ont néanmoins changé. Désormais, le cover system dynamique s'effectue à l'aide du bouton B et non plus en maintenant une gâchette appuyée. En revanche, on peut toujours glisser d'un abri à un autre d'une simple pression sur le bouton A. Contrôler Sam est un plaisir en soi et ses capacités hors du commun lui permettent de naviguer dans les environnements à sa convenance.
en passant par la porte d'entrée, non sans avoir jeté un œil sous la porte à l'aide de sa micro-caméra, ou par une fenêtre en escaladant les murs d'un bâtiment, voire par les caves ou les conduits d'aération. Et quelle que soit sa position, il reste mortel. Accroché à un tuyau, suspendu à un parapet ou planqué derrière un muret, il tue en silence ou non, en fonction de votre style de jeu. Comme nous l'avons déjà mentionné, 3 styles sont identifiés par le jeu: Fantôme, Panthère et Assaut. Il est possible de maîtriser chacun de ces styles sur chaque niveau du jeu, ce qui vous oblige à être cohérent dans votre façon de jouer. Les attaques au corps à corps peuvent ainsi être létales ou non, à vous de choisir. Après avoir éliminé un ennemi en silence, le joueur est récompensé par l'activation de la mécanique marquer et exécuter, qui permet d'exécuter d'un coup et sans avoir à viser jusqu'à 3 adversaires préalablement repérés et marqués, à partir du moment où ils sont à portée de tir, ce qui dépendra de l'arme équipée. Désormais, cette mécanique peut être exploitée en mouvement, le fameux Killing in Motion, marketé par Ubisoft tout au long du développement de Blacklist. Mais il est bien difficile d'en saisir l'impact et l'intérêt en jouant. Non seulement elle n'est jamais mise en avant dans le jeu, mais en plus elle n'est expliquée à aucun moment dans la campagne. Au final, on se forcera à l'utiliser uniquement pour remplir l'un des innombrables défis secondaires proposés par les développeurs. À l'image d'un Far Cry 3 ou dans une moindre mesure de Conviction, qui était déjà très riche à ce niveau, Blacklist pullule de challenges bonus, que ce soit les défis associés à un style de jeu ou les défis quotidiens hebdo du Shadownet. À chaque défi relevé correspond une prime que le joueur pourra dépenser en achetant des armes, des gadgets, de l'équipement correspondant à son style de jeu et ainsi de suite. Armes, gadgets et équipements peuvent aussi être customisés. On peut même upgrader le paladin pour avoir accès aux armes du marché noir par exemple, ou afin de bénéficier d'upgrades bien utiles sur son radar, comme l'identification des bonus cachés, tels que les clés USB à récupérer, les portables à pirater ou les gardes recherchés que l'on doit prendre par surprise avant de les ficeler. Parmi les grosses nouveautés de ce Blacklist, on notera la possibilité de transporter et de cacher les corps, absente de Conviction, ainsi que la présence de chiens. Mais l'un des gros ajouts de cette suite se glisse dans la liste des gadgets que l'on peut emporter sur le terrain, le drone. Ce dernier sert d'éclaireur et permet de repérer le terrain et de marquer voire d'éliminer des gardes une fois upgradés. La profusion de gadgets est impressionnante et sera bien utile aux joueurs privilégiant le style fantôme ou panthère. Une nouvelle fois, on pourra jouer avec les environnements en shootant les caméras et les lampes pour opérer dans l'obscurité, en désactivant les lasers ou en attirant les gardes. Que ce soit à l'aide d'un gadget comme l'émetteur glu, en tirant avec un silencieux ou en parlant tout simplement. Salut toi. Sur Xbox 360, il sera même possible d'utiliser Kinect pour apostropher les gardes. Afin de sélectionner rapidement un gadget, le joueur peut faire appel au menu radial qui s'affiche en maintenant la croix appuyée dans une direction. Splinter Cell Blacklist propose donc un excellent game system, s'appuyant sur un level design ouvert, une interface solide, avec en prime une petite dimension RPG qui fait toujours plaisir et assure au jeu une excellente rejouabilité. Les fans hardcore d'infiltration pur jus pourront ainsi s'éclater en choisissant les modes de difficulté les plus ardus. Dans le mode perfectionniste, par exemple, il faudra faire 100, le marqué exécuté. Mais la vraie cerise sur le gâteau de ce Blacklist est incontestablement le retour en force du mode multijoueur espion versus mercenaire. Jouable à 2 contre 2 ou jusqu'à 4 contre 4, ce mode confronte 2 clans fondamentalement différents. Les espions se jouent comme Sam, à la 3e personne, et disposent d'une multitude de gadgets. Par contre, ils sont faibles et leur armement laisse à désirer. Les mercenaires, eux, se jouent à la 1re personne, façon Call of, et disposent d'une armure conséquente et d'armes lourdes. En revanche, ils ne peuvent pas scanner l'environnement, ni jouer les Spider-Man comme les espions. Ils ne pourront donc repérer les espions que visuellement, sachant qu'un radar se met à violemment biper lorsqu'ils sont à proximité. Plusieurs modes sont proposés, mais globalement, on est face à un jeu du chat et de la souris. Les espions sont des souris et doivent parvenir à pirater des terminaux dans le temps imparti, tandis que les mercenaires incarnent les chats et doivent protéger les données en éliminant en priorité le joueur pirate que les autres espions s'efforceront de protéger dans l'ombre. Cette opposition de style fonctionne à merveille et une partie se joue en plusieurs manches en inversant les rôles. Un système de progression permet de gagner des niveaux, bien utile pour le matchmaking, et de l'argent que l'on dépensera pour upgrader armes et équipements dans les 2 catégories de jeu, espions et mercenaires. La mission est un succès, bien joué. Splinter Cell Blacklist est un bon jeu indéniablement. En solo, il faut compter une dizaine d'heures pour terminer la campagne une première fois. Mais il faut beaucoup plus de temps pour boucler tous les objectifs et débloquer tous les équipements et les upgrades associés, qu'ils soient cosmétiques ou non. À la campagne solo s'ajoutent les missions coop et l'excellent mode multi espion versus mercenaire qui booste drastiquement la durée de vie du jeu. Blacklist fait donc partie de ces titres qui permettent aux joueurs de s'investir sur la longueur. Niveau gameplay, il s'appuie sur des mécaniques de jeu éprouvées, héritées de Conviction, mais aussi de Chaos Theory, ce qui devrait permettre aux spécialistes du 100% infiltration de s'y retrouver en jouant en mode fantôme et en difficulté perfectionniste. Et ce, sans pour autant mettre à l'amende les fans discrets mais nombreux de Conviction.
Cette suite n'en verse pas moins assez souvent dans la redite et ne parvient pas à surprendre comme Conviction avait su le faire à l'époque de sa sortie. Techniquement, Blacklist est également loin d'être parfait. Les animations de Sam sont raides, la modélisation des personnages vieillotte, les textures pas toujours super fines, et ce même en installant les textures HD qui prennent tout de même 3 Go sur le disque dur de la Xbox. D'ailleurs, la version 360 testée tient sur 2 DVD, obligeant le joueur à switcher de DVD comme on changeait de disquette dans les années 90, ce qui ne contribue pas à faire du jeu un parangon de modernité. Les bugs sont assez nombreux, avec des gardes qui disparaissent dans les airs, ou un casque flottant comme en apesanteur, lors d'une cinématique censée être dramatique. Des détails certes, mais qui donnent au jeu un petit côté vieillot. L'intelligence artificielle des ennemis, à de rares exceptions près, s'avère très satisfaisante. Il suffit d'un rien pour se faire repérer, et certaines missions ne tolèrent pas la moindre erreur. L'IA a aussi été conçue pour qu'on puisse jouer avec elle. Il a donc fallu que les développeurs trouvent un équilibre entre réalisme et bêtise volontaire. Car si les souris sont trop intelligentes et déclenchent l'alerte à la moindre ampoule pétée, les chats seraient vite frustrés. Ce nouveau Splinter Cell est un bon jeu, même s'il donne parfois l'impression de réciter ses gammes, solide en soi, mais avec un petit déficit en termes de conviction, si j'ose dire. Ces nouvelles features peinent à exister, comme le Killing in Motion par exemple, et la fin, comme c'est souvent le cas pour les jeux Ubisoft, est expédiée et maladroite. On notera aussi l'absence de New Game Plus officiel. Lorsqu'on termine le jeu, on se retrouve dans le Paladin avec pour seule mission ouverte la toute dernière effectuée. Pour accéder à toutes les missions déjà finies de la campagne solo, il convient d'activer les filtres de l'IMS, ce que le jeu aurait dû sans doute faire par défaut. Si son game system est très solide, Blacklist oublie parfois d'accompagner le joueur dans sa progression, ce qui peut occasionner une légère frustration. Mais malgré ces carences, on a bien du mal à lâcher ce nouveau Splinter Cell, qui, on l'espère, saura se renouveler sur PS4 et Xbox One, tant au niveau de son gameplay que de sa réalisation technique. Man, pull them! Si j'avais besoin d'argent, je me ferais une banque. Et voilà pour Blacklist. Maintenant, c'est bon, on a vu nos 5 critiques, les 5 critiques un petit peu de rattrapage des sorties de cet été. Tout à fait. Et maintenant, on va commencer à préparer le prochain 18+. Hein. Massif, alors est-ce que tu as pris tes dispositions, Thierry Alors je me suis organisé un petit peu justement pour me laisser du temps pour pouvoir faire la critique de GTA V. Donc j'ai prévenu ma copine, j'ai arrangé mon planning analogue de manière à pas me retrouver avec 3 critiques en même temps, pour pouvoir vraiment me concentrer sur GTA V. Et évidemment, c'est toujours le truc, c'est-à-dire nous, on a vraiment un paquet de jeux à faire, et donc il faut libérer du temps, d'autant plus que le jeu, au moment de sa sortie, il sera sorti je pense depuis une petite semaine, au moment où la critique sera diffusée. Ouais. Donc pas mal d'entre vous y auront joué à mort. Ouais. Donc il faut que j'assure, il faut que j'y joue au moins autant que vous, alors, ce qui va pas être évident. Voilà. Non mais du coup tu as prévu de jouer la nuit. Ah mais je vais plus dormir pendant une semaine. Voilà. Mais et j'espère que ce sera avec plaisir. Voilà, mais parce qu'il faut bien expliquer. Donc on assume complètement d'être dans cette hype de GTA V, parce que jusqu'à maintenant les trailers et toutes les infos qu'on a ça donne envie. Ça donne envie. Et du coup, on a envie de faire les choses bien parce qu'on sait que le jeu est over attendu. Non, je dis ça, qu'on nous taxe pas de fanboyisme avant l'heure, avant d'avoir tout le monde attend GTA V. Mais tout le monde attend GTA V. Donc il s'agit de faire ça bien et de dire s'il y a du défaut ou s'il y a des trucs, d'être en place, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on prend un petit peu plus de disposition que pour la sortie de je sais pas quoi. Blacklist, j'ai passé un temps fou dessus. Donc je me dis, genre si je passe un temps fou sur Blacklist, mais combien de temps je vais passer sur GTA V? Ça va être horrible. Donc je me suis organisé. Et donc on vous prépare tout ça pour le prochain 18+. Il y aura d'autres choses évidemment, il n'y aura pas que GTA V. Il y aura du Showtime. Il y aura du Showtime, il y aura un 3000 pas plus, il y aura un reportage consacré à Shadow Warrior. Il y aura certainement d'autres critiques, peut-être celle d'Arma 3. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, tenez-vous prêts, on se donne rendez-vous dans le prochain 18+.